Nous abordons ce soir une série de conférences qui ont pour objet la réflexion éthique. C'est au sein donc de la faculté de médecine qu'auront lieu certaines de ces conférences. Vous le savez, la réflexion éthique est au cœur de nos préoccupations et de nos débats dans une médecine, une société de standardisation, de technologie, de biologie, et le questionnement éthique est important. Je remercie bien sûr René Friedman d'être parmi nous dans cette vieille maison très ancienne. Rabelais était là en 1450, il a eu son doctorat. On lui doit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », ce qui est une formule courte, presque de René Char, mais percutante pour définir ce qu'est l'éthique. Et 350 ans après, on a bâti cet amphithéâtre. C'était sous le Directoire, sous Bonaparte. Voilà, et depuis, cet amphithéâtre est le lieu d'abord de dissection anatomique, mais d'autres occupations, et notamment de l'enseignement. Merci vraiment d'être là. Je donne la parole au professeur Thierry Lavabour-Bertrand, qui est le directeur de l'espace éthique régional, qui vous dira quelques mots sur les activités de l'espace éthique en relation avec l'Agence régionale de santé. Je salue Madame Béraud, qui est responsable de l'espace éthique et de ses activités auprès de l'Agence régionale de santé. Oui, juste quelques mots très, très brefs pour planter un petit peu le décor de l'espace régional de réflexion éthique. Il a été constitué en mai dernier, il y en a un par région. Et ces espaces régionaux de réflexion éthique ont pour charge d'animer la réflexion éthique au niveau régional. Ce ne sont pas des comités d'éthique, ce sont des structures qui doivent veiller à la promotion des études éthiques, à assurer de l'enseignement, à être des supports d'information, à l'organisation de réunions publiques, de discussions, de forums. Et on est ce soir donc en plein dans les attributions de cet espace régional d'éthique. Il y aura, comme on vous l'a dit, un certain nombre de manifestations qui seront réalisées à Montpellier et dans les différentes villes de la région sur des thématiques liées à l'éthique et aux problématiques éthiques dans la société d'aujourd'hui. Il est évident que cet espace est ouvert à tous. C'est vraiment, on souhaite très vivement qu'il puisse y avoir le maximum de gens qui s'intéressent à nos activités. Alors, du point de vue organisation, c'est très simple. Bon, il y a un directeur, mais le directeur ne fait pas tout, le temps s'en faut. Il y a des personnels qui sont dédiés à cet espace. Il y a Pascaline Rocher qui est ici, qui a été la cheville ouvrière et qui reste la cheville ouvrière de beaucoup d'actions de cet espace éthique. Éric Martinan qui est le juriste de l'espace. Cette équipe sera complétée par un spécialiste des sciences humaines très, très prochainement. Et il y a à côté de ce squelette, si on peut dire, de l'espace éthique, il y a un conseil d'orientation qui regroupe un certain nombre de personnes directement impliquées par leur fonction dans l'éthique au niveau régional et qui donne donc des orientations, et le doyen Bragé préside ce conseil d'orientation. Alors, je n'en dirai pas plus, sinon que je vous répète qu'on souhaite très vivement qu'il y ait le maximum de gens qui puissent réfléchir en tandem avec nous et à profiter de ce qu'on peut offrir. Vous avez donc ici les coordonnées de l'espace éthique qui est implanté géographiquement sur la Colombière dans un bâtiment, dans
un bâtiment qui a été rénové et équipé spécialement pour cela, qui inclut une salle de réunion, et on peut donc vraiment vous accueillir. Donc sur numéro de téléphone, 33 23 90 à l'hôpital, et le mail, on a laissé celui de Pascal Desrochers, qui vous, comme je l'ai dit, est vraiment la plaque tournante de cet espace. Voilà, je n'en dis pas plus. Je remercie moi aussi très vivement le professeur Friedman d'être venu nous parler donc de ce qu'il connaît et dont il a été vraiment un pionnier. Et donc je lui cède la parole après avoir laissé le professeur Bernard Hédon parler plus spécifiquement de la thématique d'aujourd'hui. Tout simplement vous présenter René Friedman, si tant est qu'il soit nécessaire de le présenter. Mais je suis particulièrement heureux de dire quelques mots sur René, qui est mon collègue et mon ami. Il est d'abord et avant tout gynécologue obstétricien. Beau métier s'il en est. Et comme vous le savez, il a fait l'essentiel de sa carrière à l'hôpital universitaire de Clamart et acquis l'essentiel de sa notoriété à travers donc la procréation médicalement assistée et en particulier la naissance d'Amandine en 1982, premier bébé français né de la fécondation in vitro. Puis après Amandine, il y a eu toute une série de premières françaises avec la première naissance après transfert d'un embryon humain congelé. Et puis d'autres premières aussi qui montrent bien l'impact extrêmement important qu'il a eu dans notre pays pour promouvoir ces techniques, non seulement vis-à-vis du grand public, mais aussi à l'intérieur même de la profession, avec toute la technicité que cela requiert et le développement de l'école qu'il a eue. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout et c'est moins connu. René Friedman est un vrai gynécologue obstétricien, c'est-à-dire qu'il a embrassé l'ensemble de la discipline. Il s'est intéressé à de très nombreux sujets. Et je pourrais tous les citer, mais on a une discipline qui est extrêmement vaste et je sais que tu as fait énormément pour promouvoir la prise en charge adéquate de l'interruption volontaire de grossesse, parce que c'est une nécessité dans notre pays que de s'en préoccuper, et c'est les gynécologues obstétriciens qui doivent le faire. Tu t'es intéressé à la naissance et tu as milité pour certaines formes alternatives de naissance pour sauvegarder le côté humain, et notamment tu t'es engagé pour que l'expérimentation sur les maisons de naissance puisse avoir lieu. Tu as formé aussi une école en matière de diagnostic prénatal et puis de thérapeutique fœtale. Dans le service que tu as dirigé, il y a eu aussi des travaux extrêmement intéressants qui ont eu lieu en matière de chirurgie gynécologique. C'est pour vous dire l'étendue donc des centres d'intérêt qu'il a eu et de l'école qu'il a promue donc dans le cadre de son métier. Au-delà de cela, et vous le savez, il a un charisme exceptionnel de communication. Et ce charisme, il le sert avec une vraie réflexion personnelle intérieure sur tous les sujets qui concernent donc notre profession, notre discipline et la manière de pratiquer. Tout cela avec comme leitmotiv en quelque sorte la santé de la femme, la santé de la naissance. C'est ce pourquoi un gynécologue obstétricien est fait et c'est de la manière la plus éminente qu'il a porté donc la globalité de cette réflexion sur la santé de la femme. Tu honores notre profession, tu as honoré, tu continues à honorer notre profession et je t'en remercie infiniment. Et je suis donc particulièrement heureux que tu sois le premier à inaugurer cet espace éthique et que tu aies été invité donc à nous faire part donc de tes réflexions personnelles profondes sur l'ensemble de ces sujets qui, au-delà de notre discipline, doivent concerner la société entière. Merci beaucoup René. Et à mon tour de vous remercier les uns les autres de cette invitation, des anciens amis, des amis présents et peut-être des amis du futur, autour de cette thématique qui est la naissance, l'infertilité et les traitements que l'on a pu proposer, avec quelque chose qui est 30 ans après, je dirais, les débuts auxquels tu faisais référence, de ce qui a été véritablement, nous le reverrons, une transgression, hein, véritablement, c'est-à-dire ce fait qu'on puisse, à l'extérieur du corps, je veux dire, voir le début du début de ce que nous sommes, hein, ce que vous êtes, ce que je suis, c'est-à-dire un être humain, de le voir au tout début, eh bien, je dirais, nous étions partis sur des projets médicaux, nous voulions aider des couples qui ne pouvaient concevoir naturellement.
Et 30 ans plus tard, nous sommes confrontés à une ouverture sur ce qu'on peut appeler une demande sociétale, c'est-à-dire qu'il y a un recours à ces techniques de procréation médicalement assistée qui n'ont pas forcément un substrat médical au sens de l'altération de la fonction, de nos fonctions humaines. Donc, dès le début, cela a été une source de réflexion. Et comme tu citais effectivement Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, vous savez que dès qu'il y a eu la naissance d'Amandine, mais c'était dans le monde, hein, je dirais entier, que démarraient les équipes pionnières, dont Bernard d'ailleurs était parmi celles-ci également très vite, mais il y a eu des réflexions éthiques, car on a tout de suite senti qu'il y avait au travers de ces techniques quelque chose qui dépassait la stricte biologie, par les interrogations, par les conséquences que cela pouvait avoir sur nos modes de vie, nos conceptions, et je dirais, et notre descendance, puisque c'est ça le sujet. Alors bien sûr, le désir d'enfant, c'est quelque chose qui, depuis que le monde est monde, existe, et d'ailleurs je dis souvent, par expérience de l'obstétricien, là, c'est que les femmes, particulièrement les femmes, ont toujours un enfant en rade. Je veux dire par là que, quel que soit le nombre d'enfants qu'elles ont, il y en a toujours, elles auraient toujours voulu en avoir un de plus. Il y a toujours un manque. Et je dirais, la limitation de ce manque, il est habituellement lié à la physiologie, c'est-à-dire à l'arrêt du fonctionnement ovarien en particulier, donc à l'âge de la ménopause. Et justement, et ça fait le point d'ancrage, c'est que aujourd'hui, avec les techniques que nous allons passer en revue, eh bien, il y a un déplacement puisqu'il n'y a plus cette limite physiologique, ce qui veut dire qu'il peut y avoir, sur le plan fantasmatique, en tous les cas, des projections qui n'ont plus cette limite physiologique. Il n'en reste pas moins que les obstétriciens, en particulier, ont toujours ce moment fabuleux de l'annonce de la grossesse. Alors, bien sûr, vous avez des représentations comme celle de Botticelli qui est remarquable parce que quand vous voyez ce mouvement d'acceptation et en même temps de recul, hein, c'est-à-dire cette difficulté, je dirais, d'accepter cette nouvelle qu'elle va être enceinte, nous avons aujourd'hui, c'est un peu moins poétique, c'est souvent un coup de fil avec un taux d'HCG, vous savez, cette hormone, qui va nous signifier qu'effectivement, il y a un début du début. Donc, on s'est penché de ce mystère du début, je disais qu'on allait franchir le pas vers une transgression parce que, inconnu tel qu'il l'était, il va devenir de plus en plus connu, même si sur le plan scientifique, il y a encore beaucoup de choses, bien sûr, à développer, et de invisible, il va devenir visible, et d'intouchable, il va devenir manipulable. C'est-à-dire qu'on va le voir tout à l'heure, l'embryon humain à ses débuts, aujourd'hui, peut être manipulable. Alors juste un tout petit peu, puisque tu évoquais la faculté de Montpellier, juste un tout petit peu d'histoire, pour se remémorer que finalement, sur la reproduction, on n'a pas connu grand-chose au début même des premiers éléments de la médecine. Pour rappeler quelques dates, nous sommes donc au XVIIe siècle, et à ce moment-là, on pense que toutes les femmes, enfin les femmes plutôt, ont à l'intérieur de leur ovaire toutes les générations, depuis Ève, et jusqu'à celle qui va venir. Donc c'est la théorie des poupées russes. Chaque femme a l'ensemble, bien évidemment rien n'existait, il n'y avait pas encore Philae et puis les autres Rosetta, donc on ne savait pas, ça démarrait à partir de Ève, et à ce moment-là, tout était, je dirais, enclenché en termes de poupées russes jusqu'à la génération qui allait venir. Puis ensuite, il y a eu une découverte importante, celle de Van Leeuwenhoek, qui va diagnostiquer au microscope l'existence dans le sperme de spermatozoïdes. Et là, si vous voyez bien d'ailleurs ici ce petit dessin, vous voyez qu'il y a des jambes et des bras et qu'un petit bonhomme se cache, parce que dans chaque spermatozoïde, il est dit qu'il y a l'être humain qui va venir, il est là en fait. Et qu'on restaure quand même un certain machisme, c'est-à-dire que c'est quand même l'homme qui porte l'être humain, la femme n'est là que pour la marmite, pour permettre la croissance, et je dirais la descendance est masculine, bien entendu. Mais à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de penser que dans différentes sociétés,
il y a bien sûr un homme et une femme, mais il y a toujours autre chose, nécessaire à une naissance. Alors que ce soit pour ceux qui croient à un Dieu, pour ceux qui croient, je dirais, à la nature, par exemple comme dans les îles océaniennes, c'est le vent qui est nécessaire, ou bien d'autres pratiques magiques qui vont faire qu'il y a toujours quelque chose de surnaturel qui va permettre à la venue au monde d'un enfant. Alors, comme on commence un peu à s'intéresser à, je dirais, à manipuler les gamètes, évidemment, l'image du médecin, alors après il y a tous les thèmes, les ouvrages que vous connaissez peut-être sur le golem, par exemple, le fait de la création, je dirais, à partir de la terre d'argile d'un être humain, célèbre roman aussi du XVIIe qui se passe à Prague, ou bien il y a toutes les Frankenstein, je veux dire, la création de la vie à partir de corps existants. Hein, je dirais, là on n'est pas dans la création totale, mais on est dans la création d'existants. Donc, quoi qu'il en soit, les manipulations sont toujours regardées avec une certaine crainte. Mais on approche d'une certaine donnée biologique. On sait qu'un spermatozoïde, qui est rarement seul, hein, je vous dis tout de suite, c'est plutôt une technique de groupe, hein, ils attaquent à plusieurs. Mais il y en a un seul qui va rentrer à l'intérieur de l'ovule, et à partir du moment où il rentre, eh bien, il y a un phénomène absolument extraordinaire, un phénomène de pont-levis, qui fait que tous les ponts se lèvent et que les autres ne peuvent plus rentrer. Alors, voilà, il n'en faut qu'un seul. Pourquoi en faut-il qu'un seul? Parce que nous sommes tous constitués de 46 chromosomes, et si nos cellules, les gamètes, gardaient les 26 chromosomes, eh bien évidemment ça se démultiplierait et ça serait dans l'anomalie la plus totale. Donc il y a un phénomène bien connu des physiologistes qui est la méiose, qui va faire que le spermatozoïde d'un côté, l'ovule de l'autre, va faire 23 chromosomes plus 23 chromosomes pour reconstituer 46. Donc ils se divisent en deux et vont permettre la comptabilisation de 46 chromosomes. Et s'il y avait un autre spermatozoïde qui rentrait, à ce moment-là, il y aurait d'autres chromosomes et donc ça serait une anomalie et ça se terminerait très mal, bien entendu. Donc on commence à connaître un peu cette fécondation. Mais à l'époque où j'ai passé mon agrégation, eh bien, j'avais montré les photos qu'on avait prises avec Jacques Testard, parce que bien sûr tout ce travail avait été un travail d'équipe, hein, bien entendu. Et c'était les premières photos d'embryons humains, hein, je dirais, ce qui avait, je dirais, étonné en tous les cas mon jury. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est fréquent, qu'on voit sur les murs, dans les cinémas, dans les publicités. Je dirais, voilà, on a évoqué cette possibilité. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans la fécondation in vitro, c'est-à-dire cette rencontre entre les gamètes à l'extérieur du corps? Eh bien, parce qu'il y avait des situations qui étaient incontournables. En particulier, lorsque la femme ne produit pas suffisamment d'ovules, lorsqu'il y a une stérilité extrême, et surtout lorsque l'on a une stérilité tubaire. Alors il faut juste se remettre en situation. La situation, c'est que nous sommes dans les années 70. Les années 70, c'est-à-dire 2 ans après 68, c'est la liberté sexuelle qui a été acquise, et donc des relations sexuelles avant mariage assez nombreuses, non protégées, parce qu'il n'y avait pas le sida qui allait alerter un peu tout le monde. Il y avait les maladies sexuellement transmissibles qui n'étaient pas très connues, mais qui faisaient des dégâts avec des trompes qui se bouchaient, les trompes étant nécessaires à ce que l'ovule d'un côté et le spermatozoïde se rencontrent, je dirais, et débute la fécondation. Alors voilà, donc les biologistes connaissent bien cet ovocyte, le spermatozoïde. Ici, vous voyez les 23 plus 23 qui commencent à s'attoucher, et puis très vite, l'embryon se divise, 4 cellules en 2 jours, 6 cellules, 8 cellules. Nous sommes déjà au 3e jour post-fécondation. Nous avons le stade de morula, ici, le blastocyste, et je m'arrête juste un instant parce que vous voyez ici ce qui va être le futur embryon. Les cellules ici sont par contre les cellules qui vont donner ce qu'on appelle les annexes, c'est-à-dire le placenta et les membranes amniotiques. Et dans cette zone, il y a les fameuses cellules souches dont vous avez entendu parler, et qui sont les cellules qui vont donner ultérieurement la plupart, enfin toutes les cellules de notre organisme, c'est-à-dire osseux, musculaires, neurologiques, etc. Donc tout se contient dans cette petite zone. Et puis ce 1/10 de millimètre, qui jusqu'à là n'a pas bougé, puisque la division se fait à l'intérieur,
ça devient trop petit pour toutes les cellules qui se développent. Donc, il y a une ouverture qui se fait ici, c'est le poussin qui sort de sa coquille et qui va s'implanter dans l'utérus, dans un champ utérin qui est beaucoup plus vaste, bien sûr, que sa taille. Alors, rendons hommage aux précurseurs. Il y avait à l'époque, dans les années 61, deux précurseurs. Il y avait un Français, Charles Thibault, et puis Bob Edwards. Les deux ont eu la même année les premières fécondations chez la lapine, mais Bob Edwards était un coquin, si je puis dire, au sens où lui, il voulait absolument l'appliquer, cette technique, à l'homme, alors que Charles Thibault voulait rester que dans le domaine animal. Et donc, il va commencer à travailler en 1965 sur ces techniques appliquées à l'homme, et il va réussir en 1978, c'est-à-dire 13 ans plus tard. Donc c'est quand même une constance remarquable dans un terrain totalement vierge. Il a été récompensé, comme vous le savez, par le prix Nobel, tardivement, peut-être trop tardivement, puisqu'il était déjà suffisamment malade pour ne pas pouvoir le recevoir en personne, mais n'empêche que 78, c'est quand même un coup de tonnerre dans cette histoire que la fécondation peut se faire à l'extérieur de l'organisme, peut se poursuivre dans l'organisme humain, bien sûr, en transférant donc l'embryon quelques jours plus tard. Donc cette volonté de comprendre et de connaître, cette soif de connaissance qui anime les hommes, est toujours à double tranchant. C'est comme ça qu'à force de vouloir connaître l'arbre de la connaissance, que certains se sont fait chasser du paradis. Et est-ce que les médecins et les biologistes qui sont dans le domaine de la recherche de la connaissance vont également se faire chasser du paradis terrestre, en tous les cas? C'est une question que l'on peut penser parce qu'on va voir s'accumuler un certain nombre d'événements. Premiers événements, à la limite, on partait d'une femme qui a eu des infections tubaires sur lesquelles une microchirurgie était pratiquée, au microscope pendant 3-4 heures, avec des fils quasiment invisibles, un travail d'horloger et des résultats tout à fait décevants, parce que lorsque la trompe est infectée, cela ne suffisait pas. Mais disons qu'on partait d'une situation où il y avait un blocage. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que en commençant la fécondation in vitro, on s'est rendu compte qu'on pouvait stimuler l'ovulation, avoir plusieurs ovules, mais qu'on ne pouvait pas tous les remettre parce que sinon on avait des grossesses multiples. Et il y en a eu d'ailleurs beaucoup, trop, mais il y a eu beaucoup de grossesses multiples. Donc, pour essayer d'éviter cette situation, on a congelé les embryons, une fois qu'on obtenait les embryons, parce que ça c'était connu dans le domaine animal. Et on a donc les premières naissances après un stade de congélation. Alors, arrêtons-nous quand même un instant sur ce point. C'est quand même assez extraordinaire de penser qu'un début d'être humain peut être mis dans l'azote liquide à moins 196 pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis réchauffé, et puis ça reprend. Et vous avez ce que vous auriez eu 20 ans plus tôt. Donc, on touche quand même quelque chose, cette notion du temps d'ailleurs sur laquelle je reviendrai parce que je trouve que c'est sans doute ce qui frappe le plus, cette introduction d'un temps différent de ce que nous avions l'habitude de connaître avec naissance, je veux dire vieillesse et mort. Donc, les techniques de congélation qui nous viennent d'Australie, de même que le don d'ovocytes. Alors, situation très paradoxale, une femme qui ne produit pas d'ovules peut très bien, je dirais, si on lui place un embryon dans l'utérus, développer cette grossesse. Alors, ce qui est étonnant là encore, c'est que vous le savez que nous sommes constitués sur le plan immunologique par tout un système d'alerte de tout ce qui peut être étranger à notre soi, à nous-mêmes. Et que tous les microbes, tous les virus, toutes les particules étrangères sont reconnus comme tels et il y a un système de défense qui se met en place. Or, avec la grossesse, sauf dans certaines pathologies comme les fausses couches à répétition, des femmes qui ont des maladies abortives, donc pendant la grossesse, il y a une acceptation de l'autre, en tous les cas d'un demi-autre, puisque l'embryon est à moitié de quelqu'un d'autre, et pourtant l'organisme féminin va l'accepter, encore une fois, sauf quand il y a des phénomènes de rejet qui se répètent. Mais alors, lorsqu'il est tout autre,
c'est-à-dire qu'il est non seulement du côté féminin, mais du côté masculin, mais du côté féminin autre, en prenant un ovule d'une autre femme, eh bien, le phénomène de tolérance est également réalisé et il n'y a pas de rejet, il n'y a pas plus de rejet dans ce cadre-là d'un embryon qui a été conçu de deux autres personnes et qui est remis dans l'utérus d'une femme. Donc on commence à démembrer, si je puis dire, d'un côté l'ovulation, de l'autre côté l'utérus, et je dirais, et l'embryon que l'on va aussi mieux comprendre. La femme, j'en ai beaucoup parlé, mais l'homme est aussi responsable de la fécondation naturelle ou de la fécondation in vitro. Et on s'est rendu compte de plus en plus qu'il y avait une participation masculine à ces troubles de la reproduction et qu'il y avait des stérilités masculines. Elles étaient cachées parce que c'était toujours la femme qui était responsable. Bien entendu, l'homme confondait, ou nous confondions les uns les autres, si vous voulez, la masculinité et puis la fertilité. On peut être fertile, on peut être, je veux dire, avoir des rapports sexuels tout à fait compétitifs, mais ne pas être fertile. C'est deux fonctions différentes. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait, je dirais, s'adresser, et c'est nos amis belges qui ont les premiers réalisé cette technique qu'on appelle l'ICSI, qui consiste à faire pénétrer de force, c'est-à-dire de force volontairement en tous les cas, sous le microscope, un spermatozoïde que l'on va mettre dans l'ovule qui est maintenu par une pipette. Et on peut aller chercher les spermatozoïdes dans les testicules s'il y a des obstacles à ce qu'ils puissent venir à l'extérieur. Donc la stérilité masculine va rentrer peu à peu dans ce processus qui était, on va dire, réservé au tout début, oui, aux causes tubaires, et donc on commence à étendre. Mais on est encore dans un domaine médical, n'est-ce pas? Alors, pourquoi, je dirais, cette photo? Parce que c'est toujours la volonté d'aller de l'avant. Hein, et à une époque où nous sommes dans la mondialisation, et dans le thème de la procréation médicalement assistée, c'est tellement vrai que ce qui se passe à Melbourne demain sera connu par tout le monde grâce à Internet, et qu'il y a un échange permanent entre les différentes équipes. Ce qui est découvert ici peut être pratiqué de ce côté-là, avec cette volonté toujours de comprendre ce qui restera encore pendant quelques années incompréhensible, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ces cellules réunies ont la possibilité de se développer et de donner un être humain parlant, pensant, réfléchissant que nous sommes. Alors cette photo pour montrer que finalement, lorsqu'on intervient sur l'ovulation, on intervient à un moment très tardif. Avec les médicaments que nous utilisons, avec les stimulations que nous utilisons, nous jouons sur les 15 jours d'un cycle. Mais les ovules qui sont à l'intérieur des ovaires, eux, ils existent depuis au moins, d'abord depuis la naissance, mais disons qu'ils sont en début d'activité depuis 3 mois. Et notre action, elle est extrêmement limitée. Donc nous sommes, il y a tous ces phénomènes biologiques, ce n'est pas le lieu de rentrer dedans là, mais c'est juste pour vous montrer la complexité de ce qu'on appelle la folliculogénèse, comme d'ailleurs de la spermatogénèse, et que finalement nous jouons avec une partie, on va dire la partie émergée de l'iceberg, mais que nous ne connaissons pas véritablement ce qui se passe en amont. Les spermatozoïdes aussi, lorsqu'on a augmenté le champ de vision, on s'aperçoit qu'on découvre des anomalies, ou ce que l'on pense être des anomalies, c'est-à-dire des vacuoles, et qu'on peut peut-être choisir à ce moment-là des spermatozoïdes qui n'ont pas ces défects ou ces défauts, encore qu'on ne sait pas très très bien encore ce que cela représente. Et puis je disais que la situation était une transgression parce que le visible, vous l'avez vu maintenant, vous avez ces images, mais là on est dans le manipulable. Voilà un embryon. Voilà la possibilité d'enlever une de ces cellules, vous voyez, en aspirant, en faisant un petit trou ici et en aspirant. Et une fois qu'on a ces deux blastomères, c'est-à-dire ces deux cellules à l'extérieur, nous avons la possibilité de les analyser sur le plan génétique. Travail que nous avons d'ailleurs commencé avec Samir Mama à Clamart, avant qu'il ne rejoigne Montpellier. Et donc c'est quelque chose, là encore, arrêtons-nous un instant. Nous sommes devant une possibilité d'analyse d'une cellule qui va vous dire à tous les coups que cet éventuel embryon va développer une mucoviscidose ou va développer, je dirais, une maladie neurodégénérative.
Donc on n'est pas dans le mar de café, on n'est pas dans quelque chose qui est hypothétique. On a une certitude d'une anomalie médicale, génétique, qui va se révéler sur un individu qui n'est pas encore né. Donc, entre le temps, la congélation et ces ouvertures génétiques, on est effectivement dans quelque chose qui mérite, et on va le voir tout à l'heure, une réflexion. On peut connaître donc par des sondes, et puis maintenant il y a encore d'autres techniques, tel ou tel chromosome, là la paire est équilibrée, mais on peut bien sûr connaître des déséquilibres, et on peut surtout, je dirais, même à un stade plus avancé, au 5e, 6e jour, faire un prélèvement de plusieurs cellules, et de pouvoir, donc au stade de blastocyste, avoir une connaissance non seulement du matériel génétique, mais de quelque chose qu'on pourrait appeler de la potentialité de développement de l'embryon, parce que si on les regarde, ils ont à peu près tous le même aspect, encore que peut-être que dans quelques temps, on verra les choses un peu différemment, en particulier avec plusieurs dimensions, mais même lorsqu'on aura cette information, il s'en empêche que certains s'implanteront et d'autres ne s'implanteront pas. Certains deviendront des êtres humains et d'autres pas. Donc il y a toute une mécanique et une énergie vitale, on pourrait dire, qui est à l'intérieur et que l'on cherche à connaître. Hop. Voilà. Donc, c'est peut-être une des données d'avenir, c'est-à-dire au lieu de remettre plusieurs embryons, peut-être que nous aurons la possibilité, bien que ce n'est pas le cas actuellement en France, d'analyser par des méthodes invasives ou non invasives chaque embryon pour savoir lequel a la possibilité de se développer et pas l'autre, et de ne pas perdre du temps ou faire perdre du temps lorsqu'il n'a pas de chance mais que l'on ne le sait pas aujourd'hui, et peut-être donc de réduire le nombre de grossesses multiples en ne mettant qu'un seul embryon qui puisse se développer. Autre étape, c'est la notion du temps. Ce sont les femmes qui ont un risque de cancer et qui, je dirais, vont guérir de leur cancer, mais au prix d'une altération importante de leur fonction ovarienne. Et le meilleur signe de la guérison, c'est lorsque la femme souhaiterait être mère alors qu'elle n'a pas pu l'être à cause de cette action de la chimiothérapie en particulier. Donc certains ont développé la conservation de tissu ovarien le temps du traitement chimiothérapique, puis ensuite la repose de ce tissu ovarien. Et puis vous allez le voir, d'autres techniques, en particulier la congélation d'ovules, puisqu'on savait congeler du spermatozoïde, on savait congeler des embryons, et on a commencé à apprendre à congeler les ovules eux-mêmes, ce qui va chambouler complètement, et ça va être un des éléments du passage du médical, car bien sûr, au début, nous voulions sauver, je dirais, l'espoir de cette femme d'être mère, en congelant ses ovules, et puis à partir du moment où la technique est au point, ben on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on la garde que pour les femmes qui ont un cancer? Est-ce qu'on ne peut pas l'offrir à des femmes qui simplement souhaitent conserver leurs propres ovules parce qu'elles ne sont pas en mesure, à l'époque où elles sont là présentes en consultation, d'envisager une grossesse qu'elles souhaitent le faire plus tard. Alors, c'est un point extrêmement important qui n'est pas lié à la fécondation in vitro, mais qui est lié à l'évolution de notre société. C'est l'âge maternel et la fécondité. Et vous voyez que c'est irrémédiable, c'est-à-dire qu'il y a une chute de la fertilité liée à l'âge maternel. Ça, c'est de tout temps, toute race, tout climat, ça a toujours été comme ça. Et lorsque nous sommes autour de 38 à 40 ans, ben vous voyez qu'on est dans ces eaux-là, on est plutôt à 10%, donc on est très faible. Or, la société a changé. Les femmes, je dirais, s'investissent sur le plan professionnel, plus qu'auparavant, et puis en plus les couples se reforment un peu plus tard, ce qui vient que le premier enfant, c'est à l'âge de 30 ans, et que la période de fécondité, c'est 30 à 40, donc il n'y a plus que 10 ans où on peut faire, où on fait en particulier, des projets d'enfants. Donc on se rend compte que cette notion de temps est importante, et je dirais, elle guette à partir d'un moment où cette information est diffusée, elle l'est de plus en plus, elle alerte, je dirais, d'une part, la femme souhaite reporter le moment de la naissance, mais d'autre part, elle sait aussi que l'on peut
et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, éventuellement conserver sa fécondité en congelant les ovules, puisque c'est quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui gêne? Là, on commence à rentrer dans les problèmes éthiques, c'est le sujet. Mais encore fallait-il avoir toute cette base de réflexion. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne à ce qu'une femme décide de conserver ses ovocytes lorsqu'elle a 32 ans, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas rencontré le prince charmant, qu'elle a d'autres projets pour l'instant et qu'elle souhaite avoir un enfant un peu plus tard? Certes, la congélation d'ovocytes n'est pas la panacée, la baguette magique qui marche à tous les coups, loin de là. Mais ça peut être une possibilité. En France, c'est interdit. Dans les autres pays limitrophes, c'est autorisé. Donc, pourquoi? La congélation ovocytaire, comme je vous le disais, c'est pour moi l'exemple même du passage du médical au sociétal. C'est-à-dire qu'on est parti encore une fois de quelque chose de très clair. Une femme a un problème de maladie qui nécessite un traitement anticancéreux, elle va survivre, mais elle va avoir un problème de fonctionnement ovarien. Et puis on arrive très vite, puisque cela existe, est-ce que l'on peut préserver sa fertilité par convenance, ou est-ce qu'on va considérer que c'est une médecine préventive? Donc c'est une question que je vous pose. Puisque vous savez bien que la sécurité sociale nous envoie aux uns et aux autres des indications de faire des frottis, de faire des mammographies, de faire des colonoscopies pour essayer de prévenir le cancer du côlon, donc des attitudes de prévention. Alors est-ce que le fait d'alerter les femmes à un certain âge sur la baisse de la fertilité et la possibilité de conserver leur fertilité par ce geste-là fait partie d'une prévention, ou est-ce que c'est une convenance du type chirurgie esthétique qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale? Donc, un débat important. Et le deuxième débat avec ça qui va tout de suite, c'est jusqu'à quand peut-on conserver des ovocytes? Parce que si une femme conserve à 32 ans, est-ce qu'ensuite c'est indéfini et qu'on va aller jusqu'à 60 ans, 70 ans, puisque vous savez que certaines femmes ont été enceintes par don d'ovocytes, hein. Donc si c'est leur propre ovocyte, c'est encore plus simple, à partir de jusqu'à 68 ans. En tous les cas, la question mérite d'être posée. C'est toujours cette lutte entre le temps, les objectifs et je dirais la fin des fonctions ovariennes ou voire de la mort. Alors, les problèmes sociétaux, eh bien, est-ce qu'une femme seule, qui peut adopter seule, peut, je dirais, avoir recours à un don de sperme? Est-ce que les couples homosexuels, femmes ou hommes, peuvent bénéficier d'une PMA? Le débat a été dans la rue et le sera encore, vous avez bien compris. Est-ce que l'anonymat et la gratuité du don, qui est le modèle français, je dirais, mais qui n'est pas le modèle européen ni mondial, doit persister en tant que tel? Quels sont les attendus éthiques de cette non-gratuité ou de ce non-anonymat? Voilà des questions que nous pourrons aborder ensemble. Bien sûr, les mères porteuses de la gestation pour autrui, est-ce que c'est une location du corps? Est-ce que c'est une exploitation, une aliénation d'une femme qui, dans un cadre commercial, je dirais, participe à cette maternité de substitution? Est-ce que la congélation donc d'ovocytes de convenance ou bien de prévention doit être vue sous tel ou tel angle? Qu'est-ce qu'il en est de l'insémination post-mortem, qui sont des cas rares, heureusement, lorsqu'un couple est en cours de traitement et que l'homme va décéder? Est-ce que la femme peut demander, en s'appuyant sur la volonté initiale de l'homme, d'utiliser le sperme de l'homme ou des embryons obtenus avec lui? Et puis le clonage humain, autre technique, et nous le verrons tout à l'heure. Donc la maternité, Dali l'avait déjà représentée, a complètement éclaté, au sens où, biologique, dans la production des ovaires, une mère biologique, une mère utérine, une mère qui va élever l'enfant. 3 mères possibles. 2 pères, celui qui produit les spermes et l'autre qui va élever l'enfant. Donc ça fait déjà 5 parents potentiels, plus les pères spirituels. Donc ça fait beaucoup de monde. Alors, l'âge de la femme, on l'a vu, est limité. L'âge de l'homme ne l'est pas.
C'est-à-dire que dans la vie naturelle, l'homme peut concevoir tant qu'il peut, on va dire. Dans le cadre de la fécondation in vitro, c'est un phénomène qui est assez étonnant, parce que la loi française, puisque nous avons une loi, dit que la sécurité sociale va rembourser toutes ces techniques au nombre de 4, ce qui est déjà pas mal par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, jusqu'à 43 ans, jusqu'au premier jour de 43 ans. Que par contre, les techniques peuvent être faites mais non remboursées jusqu'à l'âge physiologique de la grossesse, c'est-à-dire avant 50 ans, avant 50 ans, surtout par don d'ovocytes, si on en dispose. En tout cas, il n'y a pas d'interdiction de le faire. Par contre, pour l'homme, rien n'est dit. Et ce qui est étonnant, c'est que si vous faites un examen des 100 centres qui existent en France, vous allez voir que certains centres ont pris des décisions sans aucune loi, mais eux-mêmes, d'arrêter à 50 ans, à 60 ans, de ne pas arrêter du tout. Donc, on a encore là un champ qui n'est pas inintéressant de voir pourquoi est-ce qu'on a cette conception. Parce que sur le plan médical, il est vrai qu'un homme âgé qui conçoit a un risque supérieur d'avoir un enfant avec certaines anomalies génétiques. Mais ce risque est modéré, il est modeste, donc il faut que l'information soit donnée, mais elle n'est pas suffisante, à mes yeux en tous les cas, pour interdire une reproduction. Alors, quid de l'utérus artificiel? La possibilité d'envisager un embryon in vitro pendant 6 jours, un prématuré à partir de 22 semaines dans une couveuse, fait que le gap n'est plus que de 21-22 semaines. Est-ce que l'on va développer cela? Mais pourquoi le faire? Et nous allons voir que les questions éthiques finalement se posent de la façon suivante. Ce n'est pas le comment faire, c'est pourquoi le faire. Et ça, on a tendance à l'oublier de se poser cette question. Et là, il se trouve que dans cette technique-là, le comment faire ne marche pas. C'est peut-être une chance. On ne sait pas et on ne saura pas avant fort longtemps, je dirais, faire un développement in vitro de la totalité de la grossesse. Donc là, l'utérus artificiel, c'est vraiment pas pour demain ni pour après-demain. Par contre, il y a quelque chose qui est tout récent, que vous avez vu, c'est la greffe d'utérus. La greffe d'utérus est donc quelque chose qui a été pratiqué récemment avec succès, avec le premier succès rapporté en tous les cas par une équipe suédoise, qui consiste donc chez une femme qui naît sans utérus, ou bien qui a perdu son utérus pour une raison X pendant sa vie de jeune femme, de bénéficier du transfert d'un utérus d'une autre personne. Alors, on a greffé le cœur, on a greffé, je dirais, les reins, on a greffé le foie, et effectivement, pourquoi pas l'utérus? Vous me direz, c'est pas vital. C'est vrai. Mais les greffes de visage, ce n'est pas vital. Les greffes de main, ce n'est pas vital. On est passé dans des greffes qui ne sont pas forcément de l'ordre du vital. Donc, est-ce que la greffe d'utérus est licite éthiquement? Est-ce qu'elle est compliquée à pratiquer? Oui. Mais est-ce qu'elle est licite éthiquement? Voilà un sujet nouveau. Puisque cette équipe qui a travaillé pendant 10 ans, je dirais, et d'autres équipes en France, que ce soit, je dirais, à Limoges ou à Foch, travaillent sur ce projet. D'où viennent les donneuses? Dans l'équipe suédoise, ce sont les mères des filles qui donnent leurs utérus. Et dans l'expérience qui a été rapportée, il y a une naissance d'une femme qui a donné son utérus et qui avait 60 ans. Donc, vous voyez que les utérus, eux, n'ont pas d'âge. Ils fonctionnent, donnés, pas donnés, ils peuvent fonctionner à partir du moment où on leur remet un utérus et les hormones qui vont autour. Donc, question, est-ce que cette avancée en est une? Et est-ce que c'est la parade à l'exploitation des femmes qui participeraient à la gestation pour autrui? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer comme les autres greffes, soit à partir de personnes vivantes dans le cadre familial, soit à partir de personnes décédées qui acceptent, dont la famille accepte et qui a accepté de donner ses organes. On a déjà évoqué donc la possibilité de remplacer tous ces
étapes indispensables, mais il y en a une qui est quand même majeure, c'est celle de fabriquer des gamètes. Comment est-ce que cela est possible? Eh bien, cela est possible parce que, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé des cellules souches. Les cellules souches qui sont donc au niveau de l'embryon, du blastocyste, sont des cellules qui vont donner, je vous ai dit, les cellules osseuses, les cellules nerveuses, les cellules musculaires. Mais elles vont aussi donner les gamètes. Donc, si on le sait les cultiver d'une certaine façon, on va obtenir des spermatozoïdes à partir de cellules souches. Et comme aujourd'hui, on sait artificiellement redonner des cellules souches à partir de cellules adultes en injectant certains gènes, on va donc avoir là une source possible de néogamètes, de nouvelles gamètes, de nouveaux spermatozoïdes. Et donc, on pourrait rêver, ou cauchemarder, qu'un homme qui est stérile, qui ne fabrique pas de spermatozoïdes du tout, en prenant une de ces cellules de la peau, on va prendre le noyau, on va le mettre dans un ovocyte jeune dont on va enlever le noyau, va se reformer un embryon avec des cellules souches, on va arrêter là le développement de l'embryon, prendre ces cellules, les faire aller dans la direction des spermatozoïdes, et voilà l'homme qui retrouve à partir de lui-même des spermatozoïdes qui pourraient être fécondants. Et c'est déjà fait chez l'animal. Vous avez déjà des premières naissances qui ont eu lieu avec des développements à partir de néospermatozoïdes. Et le comble peut-être, c'est de penser qu'à partir du même cellule souche, finalement, on pourrait avoir des spermatozoïdes et on pourrait avoir des ovules de la même cellule souche, de la même origine. Donc là, l'hermaphrodite complet. C'est-à-dire que vous fabriquez de vous-même, sans l'autre, une rencontre en un côté féminin et un côté masculin. On n'y est pas, mais peut-être vaut-il mieux y penser avant. Je vous ai dit donc que la possibilité, puisqu'on va retirer d'un ovocyte ici ces 23 chromosomes, une fois qu'il a fait cette méiose, puis on va transplanter les 46 chromosomes d'une cellule adulte de la peau, et ne voilà-t-il pas que se développe un embryon, avec ici ces cellules souches qui peuvent donner des cellules cardiaques, des cellules de l'œil. Il y a des expériences qui sont faites actuellement, dont on attend les résultats, mais qui semblent assez positifs, de traitement de différents organes atteints, particulièrement au niveau de la dégénérescence de la macula, de l'œil. Donc, une voie médicale incontestable, soit à partir de cellules embryonnaires, soit à partir de ce qu'on appelle des cellules qui sont induites et pour être embryonnaires. Et si cela a été transféré tel que, on pourrait avoir alors du clonage, comme cela s'est réalisé chez l'animal, mais avec une casse très importante, ce qui fait que je ne voudrais pas connaître les personnes qui prendraient le risque d'aller vers cette technique qui, je vous le rappelle, est interdite en France et dans la plupart des pays. Elle est interdite en France, mais il se trouve que j'étais dans la délégation française à l'ONU, il y a une dizaine d'années, pour essayer de faire passer l'interdiction du clonage reproductif, c'est-à-dire ça, cette interdiction de recréer un embryon et de transférer, et d'obtenir donc une naissance. Vous vous rappelez l'histoire de la secte, je ne sais plus comment là, qui a annoncé, ce qui était faux bien sûr, mais cette recherche donc d'enfants clonés. Et bien, si vous voulez, à part les Allemands, les Français, je dirais, qui étaient fermes sur leur position, le vote n'est pas passé. Donc l'ONU, qui s'est réunie ensuite par l'UNESCO, qui continue depuis 10 ans à réfléchir autour de ça, n'a pas réussi à avoir l'unanimité contre le principe du clonage reproductif. Donc vous voyez que les problèmes éthiques, il faut sortir un peu de l'hexagone et comprendre qu'on est véritablement dans une grande mondialisation. Justement, parlons-en, parce que la reproduction de l'être humain à l'identique, à partir du clonage, pourrait poser un certain nombre de problèmes, on le voit bien, politiques, du mode de vie et du mode de conception de l'homme, bien entendu. Est-ce que les hommes pourraient se faire greffer un utérus, ou bien, je dirais, porter ici, comme ça a été le cas, puisque c'est une
femme qui se transforme en homme, donc elle a encore son utérus, et elle va porter une grossesse, mais avec un faciès typiquement masculin. L'homme nouveau, est-ce que c'est l'homme augmenté que l'on va pouvoir, je dirais, modifier, celui qui va naître avec déjà des éléments de meilleur fonctionnement, meilleur entre guillemets bien entendu? Est-ce qu'on est amené à envisager ça au point que la prochaine naissance, ça sera déjà un enfant, certes, mais un enfant avec des caractéristiques adultes, au sens du schéma qu'on aura voulu accepter ceci, accepter cela, voir déjà certaines caractéristiques que vous avez vues, Bienvenue à Gattaca, ce film, où je vous rappelle quand la naissance a lieu et qu'on pose l'enfant sur le ventre, parce que en l'occurrence c'est encore une naissance, hein, par ventre interposé. Alors la sage-femme ou l'équivalent dit ben voilà, c'est un garçon, il va faire un diabète à 22 ans, il aura un infarctus à 45 ans. Hop. Donc cette volonté toujours de connaître, si vous voulez, cette connaissance peut aussi avoir des côtés, on va dire, moins romantiques. Donc nous avons un besoin de réflexion. Je vous rappelle que le Comité national d'éthique a été créé justement en France dès la naissance d'Amandine, parce qu'on sentait qu'autour de ces techniques qui sont pavées de bonnes intentions, il y a des possibilités d'interprétation, d'utilisation, comme tout ce qu'on fait. Je dirais la bombe atomique, c'est pas l'atome et la compréhension de l'atome qui est mise en cause, c'est l'utilisation qui en est faite. Donc quelle utilisation on va faire dans notre société de ces techniques-là? On a cru à un moment donné qu'on restait strictement dans le cadre médical et que donc c'était la limite naturelle. Et on se rend compte que le désir d'une femme de 45 ans d'avoir un enfant, est-ce que c'est du médical ou est-ce que c'est du sociétal? Toutes les femmes ménopausées sont stériles, ça c'est sûr. Donc on est, vous voyez, dans cette typique situation et on doit se poser, mais alors, s'il n'y a plus cette barrière, est-ce qu'on ne rentre pas dans la commercialisation du corps humain possible? Parce que tout s'achète et tout se vend, et c'est la situation un peu, il faut bien le dire, en Californie, où on voit tout et n'importe quoi se passer, toutes les combinaisons d'hommes seuls, d'hommes qui ont plusieurs mères porteuses, plusieurs enfants, enfin je veux dire des situations qui sont à chaque fois monnayées, avec beaucoup d'intermédiaires qui y trouvent un certain intérêt financier. Est-ce qu'on se donne donc comme barrière du médical au sociétal? J'ai l'impression que c'est déjà largement dépassé. Donc il faut venir à des barrières qui atteignent, si elles étaient dépassées, atteignent peut-être d'autres fondements, en particulier celui de ne fais pas à autrui ce que l'on ne voudrait pas que l'on te fasse, et donc de limiter tout ce qui pourrait être une exploitation de l'homme, d'un autre être humain à son propre intérêt, quel que soit son intérêt de survie mais pas de vente d'organes, intérêt d'enfant mais pas d'utilisation du corps de l'autre, et la non-commercialisation qui sont un certain nombre de principes sur lesquels nous devons réfléchir et peut-être mettre donc des barrières, des lignes rouges sans lesquelles, je dirais, dans ce climat un peu incertain que nous vivons ces derniers temps, je dirais à différents points de vue, cette absence de points d'ancrage ne fait que surajouter aux inquiétudes de générations à venir. Donc, nous avons ici deux points de vue, celui de Didier Sicard, enfin c'est des points de vue qui se convergent, je dirais. C'est dans l'écart, le fragile, l'inattendu, le mal ficelé, le mal foutu, que l'espérance d'un monde plus cohérent réside. C'est-à-dire qu'en même temps, on ne peut pas tout organiser, tout contrôler. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, s'il fallait refaire la fécondation in vitro, on ne pourrait pas la faire, soyons clairs. Aujourd'hui, si Jean-Yves Pouliquin, qui a inventé les traitements de la cataracte et la greffe de cornée, s'il devait le faire, quasiment il ne pourrait pas le faire. En tout cas, c'est le sentiment qu'il a, qui participe. Donc, en même temps, il faut effectivement pouvoir innover, parce que, comme le dit Jean Dosset, il ne peut être question d'arrêter, voire de ralentir cet élan vers la connaissance qui constitue l'honneur de l'homme, car toute connaissance est une libération de nombreuses servitudes, mais ce n'est pas uniquement ça, tout dépend de la façon dont les sociétés fonctionnent,
ce n'est pas la science qui va donner le fonctionnement démocratique d'une société. Néanmoins, je dirais, la réflexion démocratique doit exister a priori dans le cadre même de la réflexion scientifique, au point de se poser, médicalement parlant, lorsqu'on est en consultation, pourquoi est-ce que j'accepte cela, pourquoi je ne l'accepte pas, et de trouver les arguments à partir d'une référence éthique de limites que l'on ne veut pas dépasser. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup René pour cette brillante exposé. J'ai pris quelques notes, je vais vous le rappeler rapidement, comme ça va surtout générer pas mal de questions. Tu as commencé à nous parler de la gestion du temps et tu as parfaitement raison d'insister que finalement l'idée selon laquelle de dire je ferai mon enfant quand je veux, ce n'est plus valable. C'est plutôt, nous devrions nous dire je ferai un enfant quand je pourrai. Après, tu nous as présenté brièvement les différentes techniques de l'assistance médicale à la procréation, la fécondation in vitro, l'ECSI, les diagnostics préimplantatoires, la congélation embryonnaire, la congélation ovocytaire, etc. Tu as évoqué la mère porteuse, et Dieu sait, actuellement, c'est un sujet d'actualité pour les couples du même sexe. Tu as évoqué l'insémination post-mortem, l'âge du père et la conservation des spermatozoïdes. Je voudrais arrêter avec deux injustices qu'actuellement, dans notre société actuelle, l'âge du père, comme tu l'as dit avec précision, qu'il n'y a pas de limite dans la prise en charge devant un projet parental par rapport à une mère, 2 mois sur le plan de prise en charge administrative, mais également la conservation de convenance pour le père. Je m'explique par là. Aujourd'hui, si un homme, par preuve d'amour, décide vis-à-vis de sa femme en disant « Ma chérie, ne prends plus de pilules, je vais me faire vasectomiser », ça fait longtemps en France que le médecin lui dit « Monsieur, d'accord, vous allez au sécos, on va mettre quelques paillettes de spermatozoïdes et après, je procéderai à la ligature. » Donc, autrement dit, voilà, 2 poids, 2 mesures. La femme, moi je ne l'appellerai pas la congélation sociétale, mais plutôt la préservation préventive. Tu l'as bien dit que sa fertilité se décline avec l'âge et ne peut pas bénéficier dans notre belle République, alors que l'homme, depuis de nombreuses années, en bénéficie. Moi, on m'a toujours parlé de l'émancipation de la femme. Tu as évoqué l'IVG, les contraceptions, et je crois aujourd'hui, il est temps, sans démagogie, que la femme, en âge de procréer, bénéficie, comme elle le souhaite, à titre préventif, la mise en banque, le temps qu'elle finisse ses études, qu'elle s'installe dans la vie, qu'elle trouve son conjoint, etc. Donc, vous voyez, ces deux poids, 2 mesures aujourd'hui qu'on a tendance à oublier, entre l'homme et la femme. Tu as parlé de l'utérus artificiel, et tu as parfaitement raison, mais il reste que 4 mois à trouver. On sauve un enfant à partir de 22 semaines de grossesse. On amène l'embryon jusqu'à 7e jour. Donc il nous reste 4 mois. Et je pense, peut-être on arrivera un jour, je n'en sais rien, j'espère pas. La transplantation de l'utérus. Les gamètes artificielles, effectivement. Je crois aujourd'hui, il suffit de prendre quelques cellules de la peau. On va reprogrammer cette cellule, comme le professeur Friedman nous a montré, pour l'orienter dans n'importe quel tissu, y compris des gamètes, qu'ils soient ovules ou qu'ils soient spermatozoïdes, en faisant allumer ou éteindre tel ou tel gène qui permet à la cellule d'aller vers le tissu dont on a besoin. Et la réflexion éthique. Alors c'est vrai, il y a un souci avec la réflexion éthique. Malheureusement, souvent, ils arrivent un peu tard par rapport au progrès, par rapport à l'innovation. Ce que je souhaite, et j'espère que ça va être l'objet de ces débats, que la réflexion éthique aussi s'inscrit en prospective. Et ça nous permet, parce que là, on a l'impression qu'on découvre devant la technologie nouvelle, et après, on va mener des réflexions éthiques. Voilà un peu, sans trahir ta pensée, René, les messages que j'ai essayé de prendre quelques notes. J'en suis persuadé, la salle ça va susciter pas mal de questions dans la salle. Allez-y. Profitez-en du passage. Voilà, donc le micro est à vous, à ceux qui vont lever le doigt et on va vous le passer. Et
Peut-être juste pour lancer donc le débat, je vais te poser une première question. Est-ce que tu n'as pas l'impression, René, que le temps efface les questions éthiques? Je m'explique. Si je reprends ton plan, les indications médicales, et puis là maintenant on débouche sur les indications sociétales, et tu as dit l'essentiel des problèmes éthiques c'est à propos des indications sociétales. Mais n'oublions pas que lorsque la fécondation in vitro a commencé, donc sur des indications médicales, il y a eu énormément de questions éthiques qui se sont posées à ce moment-là. Et tu en as évoqué une, notamment à propos là, de ce décalage dans le temps. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la société évoluant, finalement résout d'elle-même un certain nombre de questions éthiques? Il y en a bien sûr d'autres qui arrivent parce que la technique avançant, eh bien, ça ouvre d'autres champs de réflexion, mais qu'en fin de compte, on met derrière nous quand même une sorte de bagage, de réponse que le temps a fini par résoudre par lui-même. Incontestablement. D'ailleurs, s'il y a plusieurs lois de bioéthique qui ont lieu dans notre pays, c'est bien parce qu'il faut s'adapter. Déjà, la première discussion, c'était faut-il y avoir une loi? Parce qu'à l'époque, si vous voulez, entre les années justement 82-90, beaucoup de gens ne voulaient pas de loi du tout. Et puis, dans le sens d'une protection et d'une cohérence nationale, je dirais, il y a eu en 92 donc le début de la réflexion sur une loi de bioéthique à laquelle d'ailleurs j'ai pu participer en tant que conseiller du ministre de la Santé de l'époque, Bernard Kouchner. Et 5 ans après, il était déjà inscrit, rappelez-vous, dans cette loi, que 5 ans après, elle serait revue, ce qui voulait dire corrigée. Donc, ça voulait dire qu'il y a sûrement des évolutions à tenir compte. Et effectivement, la société bouge. En 30 ans, on voit bien sur différents points, je dirais, l'évolution. Donc, le fait qu'il y ait une évolution éthique sur certains points me semble un peu naturel. Maintenant, est-ce à dire que c'est simplement un retardement pour que dans quelque temps tout soit autorisé? Je ne le crois pas. Je crois qu'on le voit bien d'ailleurs dans les... Il y a pas mal de pays qui reviennent en arrière ou qui reviennent en avant, je ne sais pas comment il faut dire. Par exemple en Inde, si vous voulez, pendant très longtemps, il était tout à fait... En tous les cas, il n'était pas interdit de connaître le sexe de la grossesse et de pratiquer un avortement si c'était une fille. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne se pratique pas, je dis simplement que c'est interdit. Donc c'est un pas, si vous voulez, vers ce qui est plus dans nos cordes de compréhension des choses. Donc, il y a des allers-retours. Alors, il est vrai qu'il y a des points qui semblaient... qui auraient dit, attendez... Qui aurait dit il y a 20 ans qu'on allait instaurer le mariage des homosexuels? Voilà. Donc il y a des évolutions dans les sociétés. Alors on peut dire qu'on le regrette, qu'on est pour, enfin patati patata, mais il y a quand même des évolutions des sociétés. Donc c'est vrai que les débats sur la fécondation in vitro, je dirais, c'était à l'époque, c'était des points dont beaucoup ont été résolus. Par exemple, le principe même de la fécondation in vitro a été finalement accepté par quasiment tout le monde, sauf par le Vatican. Mais je dirais, la congélation des embryons, si elle est gérée correctement, qu'elle n'est pas soumise à une vente, c'est la vente des embryons qui est condamnée, mais pas autre chose. Donc, il y a des évolutions. Et c'est pour ça que j'essayais, à mon niveau, simplement de savoir, mais quelles sont les lignes rouges ? Parce que c'est vrai que les choses évoluent. Donc il y a en même temps une évolution des sociétés, mais par exemple, si on reste sur la société française, eh bien, l'anonymat ne bouge pas pour l'instant, la congélation d'ovules n'est toujours pas autorisée, et l'examen des embryons, à part dans certains cadres très particuliers de diagnostic génétique, n'est pas autorisé. Donc il y a des limites, je ne sais pas quelle sera l'évolution. Très bien, merci. Alors je rappelle, le micro il est pour la salle, voilà, donc je vois un doigt, on va lui passer. Christophe Lelidier. Bonsoir, bravo René pour cet exposé formidable. J'ai eu la chance de travailler chez toi pendant quelques années et j'avais 2 questions à te poser et il se trouve que la première question tu y as déjà répondu. La première question qui m'était venue à l'esprit c'était est-ce que tout aurait été possible en 1982 avec un comité d'éthique ?
Et donc tu as répondu qu'effectivement, s'il y avait eu des contraintes comme elles sont actuellement, ça n'aurait pas été possible. Sur cette question-là, je vais te donner un exemple qui montre la complexité. L'histoire de la greffe d'utérus. L'histoire de la greffe d'utérus, il y a 2 ans et demi, j'ai demandé au Comité national d'éthique de réfléchir à cette question parce qu'il me semblait qu'elle allait arriver. J'ai suffisamment de compréhension des choses pour penser que cela avait arrivé. La réponse à l'époque, après 6 mois d'attente, la réponse est venue en disant « Mon cher René, c'est très gentil, mais on n'a vraiment pas le temps et c'est vraiment pas d'actualité. » 15 jours après, il y avait la première tentative qui était faite en Turquie, qui n'a pas marché, mais qui était la première tentative. Donc tout ça pour dire que, effectivement, il faut, pour faire bouger les lignes, c'est pas évident. Maintenant, est-ce qu'on a raison de faire bouger les lignes? Et ça dépend de ce qu'on demande, et ça dépend dans quelles conditions, qui est-ce qui est impliqué. Encore une fois, posons-nous la question à chaque fois dans les innovations, parce qu'on ne peut pas bloquer l'innovation et en même temps faire une innovation tous azimuts. Le principe de précaution doit être retenu d'un côté, mais ne peut pas non plus tout bloquer. C'est ça qui est très difficile. Donc à chaque fois, c'est dire, mais finalement, quels sont les risques? On prend les risques pour qui? Pour l'enfant, pour la mère, pour le père, pour la société. Mais faut-il bien essayer de les définir. Et si on se pose la question comme ça, j'ai l'impression qu'on peut avancer au moins avec une majorité de gens de la même réflexion. Dois-je en déduire que tu vas avancer sur le projet greffe d'utérus sans avoir l'aval du comité d'éthique? Je pense que le nouveau comité d'éthique va répondre à la question qui maintenant est réactualisée. Donc j'attends avec impatience dans quelques temps. D'accord. Donc ma deuxième question, je me ferai l'avocat d'un certain nombre de mes patientes qui, sachant mon parcours et sachant tes opinions, m'ont posé la question clairement. Donc c'est des patientes qui souffrent d'une maladie de Rokitansky, donc elles n'ont pas d'utérus. Donc ce sont des patientes qui sont obligées, dans l'état actuel des choses, d'aller faire acheter entre guillemets des utérus à l'étranger pour avoir des enfants. Et donc ces patientes sont allées à l'étranger, aux États-Unis, et ont dépensé, ont dû vendre des biens immobiliers, etc. pour le faire, et ont fini par avoir des enfants à eux, entre guillemets, parce qu'au plan légal, ils ne sont toujours pas vraiment à eux. Je sais que tu n'es pas favorable à ce qu'on appelle la GPA, mais j'aimerais que tu nous expliques exactement pourquoi. Alors effectivement, voilà donc quelque chose qui est possible, qui n'est pas surnaturel aujourd'hui, hein, c'est-à-dire de transporter des gamètes à l'autre, mais sur lequel éthiquement, puisqu'on est dans une réunion éthique, je réprouve, parce que il me semble que là on est dans le cadre d'une aliénation. Je pense non pas à la femme qui est infertile, à laquelle je compatis, mais je te rappelle, et tu le sais aussi bien que moi, que 50% des couples qui viennent nous voir en consultation n'auront pas d'enfants. Autrement dit, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Et on est confronté à un certain nombre d'échecs. Donc, premier point, oui, il y a des couples qui n'auront pas d'enfants tels qu'ils le voulaient. Deuxième point, ce désir d'enfant, aussi souhaitable soit-il, à partir du moment où il fait intervenir une autre personne qui le fait dans le cadre d'une vente du corps ou d'une location du corps, et donc d'une forme d'aliénation, est quelque chose qui mérite une réflexion. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il se trouve que j'ai eu l'expérience en tant qu'obstétricien d'accoucher 2 femmes qui m'avaient dit, et d'ailleurs les commanditaires étaient présents à l'accouchement, qu'elles étaient mères porteuses. Et je dois dire que j'ai vu le drame se dérouler sous mes yeux. C'est-à-dire que, encore une fois, si on pense à la femme et au couple infertile qui vont repartir avec un bébé sous le bras, on se dit, ben, mais pourquoi est-ce qu'on s'oppose à ça? Tout le monde est content. Le problème, c'est que celle qui a participé à 9 mois, au moins 9 mois de gestation et qui doit abandonner l'enfant, elle est dans la majorité des cas, je ne dis pas dans tous, parce que je ne connais pas tout le monde, bien sûr, et qu'il y a toujours des cas comme toujours, mais elle est dans la souffrance, parce qu'à ce moment-là, elle est totalement rejetée.
C'est-à-dire que les parents, la première chose, enfin les parents, ce qu'on appelle les parents génétiques, la première chose qu'ils font, c'est de ne plus vouloir l'avoir parce que ça rappelle l'infertilité et ça les remet en situation de dépendance, dont d'ailleurs certaines ne se gênent pas. Donc les ponts sont coupés, c'est pour ça d'ailleurs que les gens vont à l'étranger, parce qu'au moins avec la petite indienne du village machin, avant qu'elle revienne en Californie pour frapper à la porte, il y a du chemin. Donc c'est plus commode comme ça donne une sécurité. Mais il n'empêche qu'il y a un manque énorme, ça serait de considérer qu'une grossesse et un accouchement est quelque chose qui s'apparente à une exonération intestinale. Il y a autre chose qui se vit quand même. Donc, même s'il y a 10%, comme il y a, allons, disons-le, il y a 10% de femmes qui se prostituent et qui le font volontairement, je dirais, et qui le font en toute connaissance de cause. Est-ce que c'est pour autant qu'on va soutenir la prostitution avec ce que ça veut dire comme réseau et comme système d'esclavage? Donc, je pense que là, c'est typiquement une réflexion qui s'apparente plutôt aux femmes qui vont être utilisées ou comme mères porteuses qu'aux couples infertiles, lesquels on peut les comprendre. Et si on met ça en avant, ben, on est sensible à toute situation d'échec. Alors, la question qui est posée, finalement, est-ce que c'est tellement important, à partir du moment où il y a un obstacle, d'avoir, et tu as employé le mot d'ailleurs, un enfant de soi? C'est-à-dire que on est en train de tenir un discours d'une patiente à l'autre, complètement à l'opposé. Premier cas, la femme de 43 ans, qui a des ovaires qui ne fonctionnent pas. Après 5 tentatives de FIV, on est au maximum, on dit écoutez madame, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus de possibilité, il y a un obstacle majeur, il faut que vous alliez passer la frontière, vous allez bénéficier d'un don d'ovocytes. Et je vous assure que le don d'ovocytes, certes, c'est une autre femme, mais vous allez intégrer cet embryon, vous allez vivre avec, vous allez l'alimenter et vous allez donner naissance à cet enfant, qui fait que, bien que génétiquement d'une autre femme, c'est votre enfant. Ferme la porte, arrive la patiente suivante, celle dont tu faisais état, et là, tu dis le discours, écoutez, on va trouver une mère porteuse, certes, c'est pas son ovocyte, hein, bien sûr, puisque ce sera le vôtre, mais elle c'est clair dans sa tête, elle ne va pas du tout s'y attacher, elle va certes donner vie, mais elle ne va pas le considérer comme cet enfant, comme le sien. Donc un discours complètement contradictoire. Et donc je dis, il faut mettre un peu d'ordre dans nos pensées. Et je dirais, on peut définir, je l'ai dit d'ailleurs, qu'il y a des mères plurielles, au sens d'une mère qui peut être participée par le plan utérin, par le plan ovocytaire ou par le plan d'éducation, mais n'empêche que une des bases, c'est que la femme qui accouche est la mère. Ensuite, on peut toujours adopter. Je veux dire, s'il y a une femme qui accouche parce qu'elle a été enfantée, comme on dit, enfin engendrée, je dirais d'une certaine façon, c'est la mère. Maintenant, le père peut reconnaître l'enfant, sa compagne ou sa future compagne peut aussi adopter, mais au moins c'est clair. Mais là, on est en train de valoriser. Qu'est-ce qu'on valorise finalement? C'est juste des éléments de réflexion. Hein. Qu'est-ce qu'on valorise dans l'histoire d'avoir des gamètes de soi? C'est de considérer qu'à un moment donné, certes, c'est naturel et c'est ce qu'on a tous envie, mais à un moment donné, quand c'est pas possible, alors est-ce qu'on va prendre des risques avec une autre femme pour aboutir, je dirais, à avoir un enfant dit de soi, parce que certainement de soi, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, encore une fois. Manque de peau, même les assassins les plus terribles, même ceux qui partent au djihad et tout ça, ils ont un père et une mère. Donc c'est pas si simple. C'est pas parce qu'on est dans un profil biologique de soi que l'on produit forcément, je dirais, des enfants qui se reconnaissent dedans. Donc cette survalorisation, et encore une fois, je pose des questions, moi je donne ma position, mais j'invite quand même tout le monde à y réfléchir, cette survalorisation du génétique, et donc de soi, cette espèce de refermement sur soi, est quelque chose qui me semble dangereux dans le concept, plutôt que d'accepter effectivement les ouvertures à l'autre différent, à l'autre, parce qu'on va très vite, et ça ne vous a pas échappé aux uns aux autres, au problème de l'handicap. L'histoire de l'Inde et de l'Australie, là, avec l'enfant handicapé, dont les... Alors là, je me retire, je ne veux pas en entendre parler, hein, c'est plus mon enfant, là.
hein. Et effectivement, parce qu'on veut un enfant de soi parfait, entre guillemets, sans problématique, je dirais. Et donc cette survalorisation de soi risque d'aboutir à, je veux dire, au rejet de l'autre différent. Donc voilà tous les éléments, en tous les cas, de ma propre réflexion. Oui, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Moi, j'ajouterais juste que le Collège national des gynécologues obstétriciens s'est formellement prononcé contre la grossesse pour autrui, pour des raisons professionnelles. Tout simplement parce qu'il y a une énorme responsabilité. Mais comment l'enfant va-t-il naître? Comment le gynécologue obstétricien va-t-il pouvoir assurer au commanditaire, comme tu as dit, que l'enfant qui va naître, eh bien, il va être conforme aux vœux du commanditaire. Et l'histoire malheureuse de la Thaïlande avec l'Australie illustre bien cet état de fait. Donc la position a été très claire de ce point de vue-là. Ça n'est pas professionnellement possible de prendre une telle responsabilité vis-à-vis de la porteuse et vis-à-vis de ceux qui sont demandeurs de l'enfant. Oui, non, mais si on reste sur ces sujets-là, est-ce qu'on est là, on n'est pas en train de tout mélanger en mettant toutes les situations dans le même sac, à savoir celle qui est née sans utérus ou pour X raison médicale, il n'a plus d'utérus, alors qu'il a des ovaires qui fonctionnent, il a des follicules, il a des ovules, mais simplement malheureusement, il n'a plus de, soit il n'en avait jamais eu, soit il n'en a plus d'utérus, et celle pour X raison, il préfère faire appel à une mère porteuse. Donc autrement dit, je ne vois pas pourquoi doit-on condamner celle qui est née sans utérus ou qui n'a plus d'utérus à ne plus materner alors qu'il a des ovaires qui fonctionnent. Parce que, comme je te disais, 50% des couples que tu vas voir n'auront pas d'enfants alors qu'ils ont des ovaires qui fonctionnent mal le plus souvent et des utérus qui, évidemment, ne prennent pas l'implantation. Donc je veux dire, on ne peut pas tout résoudre et qu'à chaque fois, il faut qu'on se pose la question de quelles sont les conséquences. Et ce qui est assez étonnant, enfin pour les obstétriciens qui sont là, pour toi Christophe qui a posé la question et d'autres, nous savons bien qu'une grossesse c'est pas si simple, quand même. Or paradoxalement, quand on parle de la mère porteuse, c'est comme si toutes les grossesses étaient géniales. Il n'y a jamais d'épisio, jamais de douleur, jamais d'affaissement de ceci, de cela, sans parler des complications plus importantes. Je veux dire donc par là qu'on prend des risques. Si on regarde le couple infertile, on a envie de tout faire passer. Maintenant, je vous invite simplement dans ce genre de débat à penser à celle qui va porter et à penser à elle. Parce que celle qui souhaite un enfant, certes, elle n'aura pas un enfant de soi, mais il y a quand même des possibilités. L'adoption, ça existe. Et je dirais, il faut peut-être aussi avoir une réflexion dans ce sens-là. Alors, on a une autre question ici. Nicolas Friès. Donc, bon, tu sais, tu connais mon parcours, j'ai travaillé avec toi dans la stérilité, puis je me suis écarté et je fais maintenant beaucoup plus de diagnostic anténatal. Prénatal. Ce qu'on voit quand même en diagnostic prénatal à l'heure actuelle, on ne va pas parler d'avenir, mais de l'heure actuelle, et je voudrais connaître ta position, c'est ce flux migratoire dans l'Europe, et notamment Montpellier, près de l'Espagne, de couples homosexuels, femmes, qui sont obligés d'aller en Espagne pour avoir un don de sperme, de femmes qui ont une ménopause précoce, qui sont obligées d'aller en Espagne pour avoir un don d'ovocytes, qui est pratiquement impossible en France. Quelle est ta position? Quelle est ta position personnelle? Est-ce que tu pousses ces gens à aller dans les pays étrangers? Quelle est la position du pouvoir public? Quelle est la position du Collège national des gynéco-obstétriciens sur ce flux migratoire? Alors, dans ce que tu évoques, je crois que j'essaie de réfléchir en disant justement quels sont les risques, encore une fois. Donc, si une femme veut conserver ses ovocytes et que ce n'est pas autorisé en France, mais que c'est autorisé en Angleterre ou en Espagne, est-ce qu'il y a des risques à partir du moment où elle est informée que ça ne marche pas à 100%, que le geste médical et chirurgical est léger, mais néanmoins il peut toujours y avoir tel ou tel risque, enfin que les choses se fassent dans de bonnes conditions d'information. Je pense que c'est de son choix et que je ne vois pas personnellement pourquoi s'y opposer. Dans l'autre cas que tu évoquais de couples homosexuels femmes qui vont donc bénéficier d'un don de sperme,
là aussi, la question c'est de se poser, quel est le risque? Le risque, on a beaucoup évoqué, en tous les cas il y a quelques années, on évoquait, en dehors du fait qu'on sortait du cadre médical strict, mais que justement qu'on était sociétal, c'est bien ce qu'on dit là ce soir, on évoquait pour l'enfant, en disant un enfant qui va être éduqué dans un couple homosexuel. Bon, mais il se trouve que depuis quelques années, et pas beaucoup d'études sont venues contrecarrer des données semblant montrer qu'il n'y a pas de dégâts reconnus, en tous les cas dans les enfants conçus de cette façon. Que ce soit en allant dans une banque de sperme, en ayant des rapports à la va-vite ou des rapports manuels, on va dire, du sperme mis intravaginalement. Donc, je dirais, moi d'abord, j'ai beaucoup de mal à prendre le devenir de l'enfant comme une règle de conduite, aussi bien d'ailleurs dans le cas de la mère porteuse que dans ce que tu évoques, parce que c'est très difficile de savoir comment l'enfant va se comporter, même dans des situations les plus catastrophiques. Il y en a qui s'en tirent bien, je dirais, d'autres à l'inverse, dans des situations les plus cadrées, je dirais, s'en tirent très mal. Je trouve que c'est un pari qui est difficile. Mais dans le cadre, donc s'il n'y a pas véritablement de données qui fassent penser qu'il y a un risque pour l'enfant, je n'ai plus d'arguments. J'ai des arguments, je les ai exposés, dans le cadre du risque de la mère porteuse, parce qu'il y a un risque pour elle. Je n'ai pas parlé pour l'enfant, j'ai parlé pour elle. C'est ça qui me fait faire marche arrière sur ce point-là, mais pas sur les deux autres que tu évoquais. Ce qui veut dire que dans les deux cas que tu évoquais, tu es à l'heure actuelle hors la loi? Ben, je suis hors la loi, c'est-à-dire que je ne peux pas pratiquer hors la loi en France, mais intellectuellement, je suis hors la loi, oui. Oui, mais je te rassure, Nicolas, le Collège national des gynécologues obstétriciens aussi, puisqu'on s'est prononcé à plusieurs reprises sur un certain nombre de choses comme celle-là, et notamment sur l'autoconservation dite sociétale des ovocytes, parce que le Collège pense que ce serait un bien pour la santé de la femme, pour lui éviter nombre de tentatives illusoires de fécondation in vitro à l'âge de la quarantaine, où on sait que ça ne marche quand même pas bien, et que ça se termine par la recherche d'un don d'ovocytes à l'étranger. Donc pour des raisons tout à fait orientées vers la sauvegarde de la santé de la femme, donc une réflexion réelle sur les possibilités techniques d'aujourd'hui d'autoconservation des ovocytes. Tout ça pour dire que ça m'amène à te poser une nouvelle question, René, pour poursuivre ce débat. Est-ce qu'il n'y a pas des positions que la France, notre pays, prend, et tu as parlé de la loi de bioéthique, et on a vécu ensemble que cette loi de bioéthique avait apporté sans aucun doute un cadrage dans notre pays qui a été pendant un certain temps extrêmement salutaire, ce qui fait que les choses se sont organisées de manière, on va dire, propre, humainement et médicalement parlant. Mais qu'il y a certains cas quand même où l'excès de réflexion ou de prévention risquerait d'être non éthique. Et je vais prendre l'exemple justement de la vitrification des ovocytes qui pendant longtemps a été interdite en France, vitrification des ovocytes et des embryons. Alors que tu nous l'as illustré, là depuis 1999 ou 2000, la technique se développait dans les autres pays et on savait qu'elle marchait beaucoup mieux que la congélation lente. Le fait d'avoir l'interdit en France, est-ce que c'était pas non éthique comme situation, puisque ça a obligé en quelque sorte à pratiquer pour ces patientes-là une technique qui marchait beaucoup moins bien, et puis a obligé ces patientes donc à recommencer des tentatives, tout cela parce qu'il y avait cet excès de prudence vis-à-vis de la vitrification. Oui, je te remercie de poser cette question, puisque comme tu le sais, nous avions développé à Clamart les premières naissances après congélation d'ovocytes sans vitrification, puisque c'était interdit, mais après congélation lente, pour essayer de poser le débat. Et le débat étant, quels sont les risques? Donc, on pourrait dire c'est une nouvelle technique, elle doit être appréciée en tant que risque de toute nouvelle technique, ce qui est logique dans la démarche. Simplement, une étude des données montrait très vite qu'il n'y avait pas plus de danger, donc il n'y avait pas de risque, donc il n'y avait pas de raison de bloquer. Ce qui était, puisque je suis remonté assez haut au ministère de la Justice et tout ça sur ce point-là, ce qui était annoncé, c'était idéologique. C'était, en fait, en congélant des ovocytes, vous développez la recherche sur l'embryon.
ce qui était une espèce d'incompréhension totale. Et donc, puisque la recherche sur l'embryon est interdite, donc on ne peut pas faire de la congélation ovocitaire. Donc ça voulait dire, si on restait dans ce cadre-là, que principe de précaution maximum, aucune innovation, puisque toute innovation aboutissait effectivement à considérer que c'était une nouvelle recherche. On voit bien là ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté entre la balance entre nécessité de l'innovation et puis, je dirais, des excès potentiels, mais encore faut-il les regarder clairement, et toujours avec le même principe, quels sont les risques, qui peut en pâtir, ou dans la société, qu'est-ce que ça peut mettre en jeu. Donc, effectivement, nous avons de façon conjointe, je dirais, par l'organisme que tu présides et par différentes positions, plutôt défendu la possibilité d'une maîtrise de la reproduction de la femme à partir du moment où il n'y avait pas de risque majoré, ni pour elle, ni pour l'enfant qui pouvait naître. Mais est-ce que dans ces cas-là, René, peut-on garantir l'innovation sans transgression? On transgresse quasiment. On transgresse toujours, je dirais. Quand on a débuté la fécondation in vitro, comme je le dis, c'était une transgression. Qu'est-ce qui était en jeu? C'est risque contre risque. C'est-à-dire que, justement, ne faisons pas des choses qui n'ont pas de raison. C'est-à-dire que là, c'était le risque d'une femme infertile, alors que les propositions qui resteraient infertiles malgré les propositions de chirurgie, ou bien de lui permettre d'être mère. Donc c'est dans cette balance que cette nouveauté, puisque les premiers couples qui sont venus en fécondation in vitro, on était quand même dans un terrain qu'on ne connaissait pas du tout. Il y avait quand même 2 naissances point à la ligne dans le monde. Donc on ne savait pas très bien. Doit-on avoir l'éthique de la transgression? Je pense qu'il faut avoir l'éthique de l'innovation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que innover, c'est transgresser, mais innover, ça veut dire qu'on est on se met dans un cadre. Si on ne cherche pas à provoquer, la transgression a un côté provocateur. L'innovation, c'est sortir effectivement des chemins, mais dans un cadre d'évaluation. Voilà. Donc à un moment donné, on peut être effectivement, et on doit, je pense en médecine, être amené à faire des nouveautés, mais surtout à évaluer. Ce qui est le plus dangereux, c'est de faire des choses nouvelles sans se donner les moyens d'une évaluation, et d'être capable de revenir en arrière. Alors justement, est-ce que le combat ne devrait pas être concentré aujourd'hui sur la recherche sur les gamètes, puisqu'il n'y a pas encore un être vivant qui vient d'être constitué, parce que de l'heure où les 2 gamètes, tu nous les as bien montrés, fusionnent, ça crée un nouvel être. Donc avant cette étape-là, parce qu'il y a toute une sorte de fantasme sur l'embryon créé des quelques cellules à ces stades-là, parce qu'il y a la dimension de la famille, il y a le début de la vie, il y a sa définition, son statut. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt favoriser la recherche sur le gamète, puisqu'il n'y a pas un être, entre guillemets, vivant qui vient d'être constitué, et ça nous permet, ça nous évite de stocker des embryons préimplantatoires à vitam aeternam, parce que là, c'est un vrai problème aujourd'hui. D'ailleurs, je me souviens, on était ensemble à le même débat devant Marie-Thérèse Hermange à Paris, quand tu lui as demandé que fait-on de tous ces embryons qui sont stockés dans les cuves. Est-ce que vous nous autorisez à faire la recherche? Et je me souviens de sa réflexion, il y avait un silence, et elle t'a répondu, ah non, de toute façon, on vient vous autoriser la vitrification ovocitaire pour éviter de constituer des embryons. Donc autrement dit, la question est, qu'est-ce qu'on fait de tous ces embryons candidats à la recherche? Mais vu les conditions, il y a très peu de recherche en France sur le sujet. Que penses-tu? Non, ce que je pense, c'est que effectivement, la recherche sur l'embryon peut être nécessaire. Ça dépend du sujet de recherche. On ne recherche pas comme ça pour s'amuser. Il faut répondre à une question, et lorsque la question est bonne et que la réponse passe par, je dirais, la recherche embryonnaire, et qu'il y a les conditions respectables de la recherche embryonnaire, je ne vois pas ce qui doit s'y opposer. Puisque ce qui compte quand même dans tout ça, on revient à un débat philosophique de fond. Effectivement, un embryon, c'est le début d'un être humain. Encore faut-il qu'il y ait un homme et une femme, ou au moins une femme, qui désire que cet embryon devienne un être humain. Un embryon qui n'a pas de projet parental, comme on dit, sous cette forme un peu comme ça, lissée, enfin, un embryon qui n'est pas inscrit dans un désir d'enfant,
n'a pas de futur. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il va être détruit. D'ailleurs, la complexité de tout ça, c'est qu'il y avait une autorisation de destruction, mais pas forcément une autorisation de recherche qui comprend la destruction. Donc c'est vrai que nous avons quand même en France une culture particulière liée à notre histoire, et qui fait qu'il y a un certain nombre de points comme la femme seule, comme l'autoconservation, comme les couples homosexuels, comme surtout la recherche, je dirais, sur l'embryon, dans certaines circonstances, et moi je dirais la recherche clinique. Pourquoi ? Quelle est la situation aujourd'hui ? Nous faisons, là, tous ceux qui ici présents travaillent dans ce domaine, voilà, nous essayons et nous avons plusieurs embryons. En fait, jusqu'à présent, jusqu'à d'autres méthodes qui peut-être se révèlent, nous faisons une analyse morphologique de voir si ces embryons sont corrects. Ceux qui sont vraiment pas corrects, qui ne sont pas réguliers, qui ont plein de granulations, etc., on ne peut pas les transférer parce qu'on sait que ça ne va pas marcher. Les autres, 50% vont s'implanter, mais d'autres ne vont pas s'implanter. Autrement dit, l'image de l'embryon n'est qu'une partie de son potentiel. Et pourtant, on joue un peu à l'autruche. C'est-à-dire qu'on a 2 embryons, on va les mettre et on croise les doigts. Donc on est en même temps en train de faire de la médecine et de la haute technicité, tout en croisant les doigts, ce qui n'est quand même pas tout à fait d'actualité. Parce qu'on ne sait pas. En fait, on pourrait savoir un certain nombre de choses. Et on saura un certain nombre de choses. C'est-à-dire, d'une part, sur ce que je disais tout à l'heure, le potentiel de développement. Donc peut-être que sur 4 embryons, il y en a 3 qui n'ont aucune chance. Donc c'est peut-être sur l'embryon qui a une chance qu'il faut miser tout, y compris qu'il ait un bon lieu d'implantation, plutôt que de faire, même l'un après l'autre, je dirais, de transférer ces embryons. Donc on est toujours pris dans ce désir de connaissance, mais là, il est justifié à mes yeux, parce qu'il vise à une économie, je dirais, de la situation. Si l'embryon n'a pas de devenir, c'est pas la peine. Alors, il vaut mieux le savoir. Il y a une question ici. Petite question très simple. Comment pouvez-vous expliquer la différence d'éthique qui existe entre l'Espagne, la Belgique et la France, alors que le but est de donner la vie du début jusqu'à la fin? La France n'a pas très envie de donner la vie à tout prix, alors que l'Espagne et la Belgique, peut-être un peu plus. Alors est-ce qu'il y a des explications? Parce que l'éthique, c'est l'éthique. La morale, c'est la morale. On devrait tous avoir à peu près la même, à quelque chose près. On connaît du mal à définir, à accorder la mort assistée. On peut le comprendre, mais donner la vie, on devrait tous avoir à peu près le même mode d'emploi. Oui, vous posez une question à laquelle je n'ai bien sûr pas tout à fait de réponse, si ce n'est que chaque pays a une histoire, a une culture, a des références qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Pourquoi est-ce que l'Irlande ne voulait pas entendre parler d'avortement et que la Grande-Bretagne avait une position différente? Je veux dire, il y a les religions, il y a le poids d'idéologie qui constitue un pays et qui fait que, et là vous parlez de pays européens, hein, mais si on sort de là et que vous pensez, savez-vous combien il y a de centres de fécondation in vitro en Jordanie? Non, il y en a 40 au moins. En Chine, il y en a 300. C'est-à-dire, on est dans une situation où, en prenant un peu de recul et en voyant ce qui se passe dans le monde, on comprend que, oui, ça bouge énormément et qu'il faut relativiser. Alors, je ne sais pas pourquoi, si on va arriver... C'est compliqué. Faut-il arriver à une homogénéité? Ou faut-il respecter, je dirais, finalement des différences? Et peut-être qu'on ne répond pas à toutes les situations in situ en bas de chez soi, mais j'ai envie de dire, attendez, finalement, hein, de prendre le train pour aller de Paris à Montpellier parce qu'il y a une très bonne équipe, ou d'aller à Bruxelles parce qu'on peut faire un don chez une femme seule, c'est 1h20. Bon. Pardon ? Écoutez, on ne peut pas... Ce que je veux dire, c'est que la réflexion éthique, ce qui est sûr, et ça a été évoqué tout à l'heure, elle est valable dans une société donnée à un moment donné, qu'elle évolue. On ne peut pas penser au dogme, sinon il y en a qui s'en chargent suffisamment. Donc,
on n'est pas dans une situation de dogme, on est dans une situation d'analyse permanente. Qu'est-ce que ça va évoluer vers une homogénéisation? Je ne sais pas. Mais il faut aussi qu'on trouve les arguments. Je crois que là, ce soir, par exemple, certains membres se sont exprimés, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup d'arguments ont été donnés pour une évolution de la société française par rapport à un certain nombre de problèmes, peut-être pas tous, mais en tous les cas certains. Je crois que c'est ça qu'il faut faire bouger. Maintenant, si vous voulez, encore une fois, si vous faites référence à ce qui se passe pas très loin, mais en Tchécoslovaquie ou en Roumanie, ou ce qui se passait en Ukraine, vous avez des systèmes d'exploitation pour le don d'ovocytes, du paiement et de la commercialisation que nous n'accepterions pas. Non, parce que c'est la considération de la personne. Vous considérez la personne comme un objet qui fournit ou vous la respectez en tant que telle? Encore une question ici, Nicolas Friès. Encore moi, René. Tu as parlé de tout, sauf d'un épisode qui m'est passé un peu à côté. Je voudrais bien que tu le rappelles. C'est ce fameux épisode de bébé médicament. Est-ce que tu peux nous donner les tenants et les aboutissants? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui est devenu? Et pourquoi tu avais pris cette position-là? Alors effectivement, donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est dans le cas d'une famille qui a un risque de transmettre une maladie hématologique à l'enfant. En l'occurrence, là, c'était une thalassémie, qui avait déjà 2 enfants atteints d'une thalassémie. En fait, ces 2 enfants ne pouvaient guérir que si on a réussi à greffer des cellules sanguines de la moelle qui étaient compatibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le groupe HLA qui soit compatible, histocompatibilité, qui permette la greffe. Sinon, on ne peut pas faire de greffe de cellules. Donc, ces enfants, pour sortir de leur situation, je dirais, avaient besoin d'une greffe de sang du cordon compatible. Or, le groupe HLA est très varié, et parmi la famille, les pères, les mères, les grands-parents et tout ça, personne n'avait de groupe compatible, et dans les banques, il n'y avait pas de groupe compatible. Donc on ne pouvait pas faire de greffe à ces enfants. Les parents voulaient des enfants en plus, mais ils ne voulaient pas, ils avaient déjà 2 enfants malades, donc ils voulaient un enfant qui n'ait pas la thalassémie. Donc ils se sont adressés au groupe pour faire un diagnostic préimplantatoire. Dans le même temps, on pouvait non seulement faire la thalassémie, mais aussi voir si, parmi les embryons qui n'avaient pas la thalassémie, s'il y en avait qui étaient compatibles, du groupe HLA qui était compatible. Ce qui voulait dire que dans ce cas-là, à la naissance, on pouvait prendre du sang du cordon et pouvoir faire une greffe sur un des enfants. Donc coup double. Pour ça, on dit double espoir. C'est-à-dire que l'enfant va naître sans pathologie et en même temps, il peut, je dirais, par le prélèvement des sangs du cordon, permettre de guérir son frère ou sa sœur. Donc nous avons fait, parce que c'était autorisé par la loi de 2004, je dirais, nous avons fait cette prise en charge. Nous avions eu 2 embryons. Les 2 étaient sans thalassémie, mais l'un était compatible, l'autre ne l'était pas. Le couple a voulu qu'on remette les 2, on a remis les 2. Celui qui est né était compatible. J'ai prélevé à la naissance où j'étais le sang du cordon, et la petite fille a été traitée et guérie par une greffe du sang du cordon. Ensuite, ce couple est revenu, puisqu'il y avait toujours, d'une part, un désir d'enfant, et d'autre part, le garçon, plus âgé, qui était toujours atteint. Et toujours pas de greffe compatible. Donc ils ont refait une fécondation in vitro, on a obtenu 2 embryons qui étaient indemnes de la thalassémie, mais aucun n'était compatible. Le couple a quand même voulu qu'on transfère, on a transféré, les 2 ont pris, elle a accouché de 2 enfants qui sont sains, mais reste toujours son enfant qui est atteint de thalassémie, qu'on n'a pas pu encore greffer, et je pense qu'elle reviendra pour une prochaine tentative. Ça va lui faire beaucoup d'enfants, tout ça. Quoi? Ça va lui faire beaucoup d'enfants, hein, in fine. Mais René, sur cet exemple que tu viens de nous citer, est-ce que le frère qui était malade, est-ce qu'il a participé à la décision des parents, ou est-ce qu'il était hors jeu? Non, le frère qui est malade, il avait 5 ans. Hein. Ah, pardon, je croyais qu'elle était plus âgée. Bien, allez, une ultime question. Donc là-haut, allez-y. Parlez fort. Est-ce qu'on peut imaginer une généralisation de la congélation du cordon, ce qui pourrait éviter pas mal de
Alors c'est les banques de sang de cordon. La question concerne les banques de sang de cordon, tu sais, de façon à trouver des compatibilités. Alors ça ne concerne pas tellement la fertilité que surtout la possibilité de trouver du... Non ? D'accord, c'est du souche. Oui, il y a deux, on peut répondre de deux façons. On peut répondre de deux façons à ce que sous-entend votre question. La première, c'est qu'effectivement, plus on recueille de sang du cordon, plus on dispose de cellules compatibles pour des utilisations de ce qu'on va appeler la thérapie génique, la thérapie cellulaire dans le futur. Et en particulier, l'exemple que je viens de citer pourrait être résolu s'il y avait des cellules du cordon compatibles. On n'aurait pas eu besoin de faire la fécondation in vitro et le double transfert, sauf si le couple voulait un autre enfant, ce qui était le cas, qui lui ne naisse pas avec la thalassémie. Ok. Deuxième chose, votre question, c'est à savoir avec les cellules de sang du cordon, si un jour on pourrait utiliser comme des cellules jeunes, capables de devenir d'autres lignées, je dirais, et d'être utilisées, là aussi, dans le cadre d'une médecine qui va changer dans les années à venir, parce que vraisemblablement ça sera le cas, c'est-à-dire que l'on puisse transformer ces cellules de sang, je dirais, en cellules osseuses ou en cellules musculaires. Donc ça, c'est un travail qui, bien sûr, est fait actuellement par de nombreuses équipes et qui n'a pas encore porté ses fruits, mais sur lesquels il y a des avancées qui sont extrêmement intéressantes. Et je pense que ce soit à partir de sang du cordon ou à partir d'autres types de cellules, d'ailleurs, des cellules existantes ou des cellules modifiées, sûrement qu'on enseignera dans cette faculté dans quelques années, je dirais, tout ce qui concerne le transfert cellulaire, qu'il n'y aura peut-être plus de transfert d'organes, mais il y aura des transferts cellulaires de cellules qui seront adaptées à l'organe que l'on veut traiter. Alors, y compris des gamètes, c'est en tous les cas que ça provienne de ces cellules-là, des cellules de la peau ou des cellules, je dirais, embryonnaires, le champ est ouvert et il n'est pas possible. Mais j'ai envie de vous dire, quel est l'objectif ? Quel est l'objectif de créer des néogamètes ? Pour remédier à la pénurie de gamètes qui manquent. Non, mais je dis simplement, il faut réfléchir à la question, je dirais, à ce moment-là, est-ce que c'est ça qui l'importe par rapport au don ou pas ? Enfin, c'est juste une question, hein. Bien. À chaque fois. Pas, je terminerai, je dirais, cette invitation, non mais simplement en disant, je pense que vraiment on a intérêt à se poser à chaque fois le plus possible, je ne dis pas qu'on réussit, hein, mais le plus possible la question du pourquoi et non pas la question du comment. Parce que le comment, on va le développer, ça se développe, et ce qui est difficile, c'est qu'une fois que le comment est réalisé, il faut l'encadrer, et que ça c'est plus ou moins bien vécu, plus ou moins efficace, mais n'empêche qu'on doit se poser, donc je dirais en même temps, le comment et surtout le pourquoi qu'on a tendance un peu à reléguer. Le débat. Je pense, tu as bien vu l'élévation, René, à tel point les débats a suscité d'intérêt dans l'audience, au nom de Jacques Paranger, de Bernard Hédon et du mien et de l'espace régional d'éthique. Nous te remercions infiniment d'avoir répondu positivement à l'invitation. Très bonne fin de soirée pour tout le monde.